Si vous avez suivi la guerre avec l'Iran, vous savez que la semaine dernière a été particulièrement difficile à comprendre. Une minute, le détroit d'Ormuz est ouvert, les marchés pétroliers célèbrent ce qui semble être un répit face aux prix élevés, et la minute suivante, le détroit est de nouveau fermé, et les prix du pétrole flambent. Le détroit d'Ormuz n'est pas le seul sujet d'inquiétude pour les observateurs de l'Iran. Ce week-end, il a été annoncé que Washington et Téhéran retourneraient à Islamabad pour des négociations. Toutefois, la composition des équipes de négociation et la tenue même des discussions sont restées incertaines une grande partie du dimanche, alors que des récits contradictoires, parfois issus de la Maison-Blanche, se disputaient à l'attention. Téhéran a également connu sa part de lutte interne, puisque le corps des gardiens de la révolution islamique, ou CGRI, a semblé réprimander publiquement l'un des principaux négociateurs de l'Iran, Abbas Araghchi, le ministre iranien des Affaires étrangères. Pourtant, dès lundi, un événement marquant avait eu lieu. La saisie par les États-Unis d'un navire cargo iranien qui avait tenté de franchir le blocus imposé par Washington. Alors que les répercussions géopolitiques de cet événement restent incertaines au moment de l'enregistrement, ce qui est certain, c'est que cette guerre n'est pas encore terminée, avec tout le chaos que cela implique. Humuz News. Comme c'est le cas depuis plusieurs semaines maintenant, toutes les grandes nouvelles en provenance d'Iran récemment se sont concentrées sur le détroit d'Ormuz. Vendredi, vers 16h-15h iranienne, le ministre des Affaires étrangères Araghchi a écrit sur X que le détroit d'Ormuz était complètement ouvert pour le reste du cessez-le-feu et que les navires pouvaient emprunter les routes annoncées par l'autorité maritime iranienne. Sur ses réseaux sociaux, le président Trump a confirmé que le détroit restait ouvert, précisant que le blocus naval américain de l'Iran serait maintenu jusqu'à un accord de paix entre l'Iran et les États-Unis. Dans une autre publication, il a affirmé que l'Iran avait accepté de ne plus jamais fermer le détroit d'Ormuz et qu'il ne serait plus jamais utilisé comme arme contre le monde. Selon le New York Times, ces annonces ont fait grimper les marchés boursiers américains à des niveaux records et chuter les prix du pétrole de plus de 10%, car la plupart y voyèrent la possibilité d'un accord de paix plus large. Et c'est ce que les dramaturges aiment appeler l'ironie dramatique, chers téléspectateurs. Pourtant, pour les gens de l'époque révolue de vendredi, il y avait de bonnes raisons d'être optimistes quant à un accord de paix. Israël et le Liban venaient de conclure un cessez-le-feu de 10 jours après de rares discussions directes entre responsables des deux pays. D'après l'accord décrit par le département d'État américain, seules les forces de sécurité officielles libanaises peuvent porter des armes dans le sud. Le gouvernement libanais devrait prendre des mesures concrètes pour empêcher le Hezbollah et d'autres groupes armés non étatiques de mener des attaques contre des cibles israéliennes. Et Israël ne mènerait aucune opération militaire offensive contre le Liban, tout en conservant son droit d'agir en légitime défense contre des attaques planifiées, imminentes ou en cours. Le cessez-le-feu pourrait aussi être prolongé au-delà des 10 jours, si les deux pays acceptaient et que le Liban affirmait davantage sa souveraineté face au Hezbollah. Bien que le Hezbollah n'ait pas pris part aux négociations, il a reconnu l'annonce, affirmant une adhésion prudente au cessez-le-feu, tout en critiquant ensuite le gouvernement libanais et en réaffirmant son engagement dans la lutte armée. Jusqu'à présent, cependant, l'accord semble tenir. La force de maintien de la paix de l'ONU au Liban a indiqué qu'à l'approche des 24 heures du cessez-le-feu, les frappes israéliennes avaient cessé au sud et aucun tir n'avait visé Israël depuis le Liban. Les casques bleus ont constaté, dans leur zone d'opération, des violations de l'espace aérien par l'armée israélienne, ainsi que des informations faisant état de tirs de mortiers et d'artillerie dans certaines zones du sud du Liban. Pour l'Iran, l'accord représentait une victoire diplomatique et stratégique importante, car il avait conditionné ses propres négociations de cessez-le-feu avec Washington à un arrêt simultané au Liban, et avait obtenu cela sans avoir à retourner dans la guerre. Pour le président Trump, cela prouvait que sa méthode diplomatique fonctionnait. Cela, avec la réouverture du détroit d'Ormuz, lui permettait de se concentrer sur un accord de paix à ses conditions. Cependant, le détroit d'Ormuz ne resterait pas ouvert longtemps. Quelques heures après l'annonce par le ministre iranien des Affaires étrangères, Araghchi, de l'ouverture du détroit, la marine du CGRI a diffusé un message opposé sur le canal maritime international 16, la fréquence d'urgence surveillée par tous les navires en mer. Par là, nous voulons dire qu'ils ont publiquement traité Araghchi d'idiot, déclaré que le détroit était toujours fermé, et qu'il ne serait rouvert que sur ordre du nouveau guide suprême de l'Iran, Mojtaba Khomeini. Et il faut prendre un instant pour apprécier à quel point cette déclaration est folle, car à quelle fréquence voit-on la marine d'un pays insulter publiquement l'un des plus hauts responsables du pays en pleine guerre. Mais la folie ne s'arrête pas là. L'agence de presse Tasnim, liée aux gardiens de la Révolution, a ensuite publié une déclaration écrite décrivant le message d'Araghchi, je cite, comme un mauvais tweet incomplet.
Fars News, un autre média lié aux gardiens de la Révolution, a alimenté la polémique en affirmant que l'annonce du ministre des Affaires étrangères avait plongé la société iranienne dans la confusion. Encore une fois, ce n'est pas ce à quoi on s'attendrait de la part de médias liés au régime à propos du principal négociateur du régime. L'Institute for the Study of War a noté que la critique d'Araghachi par les gardiens de la Révolution montrait des divisions plus larges au sein du régime iranien. Des divisions croissantes depuis que les États-Unis et Israël ont éliminé de nombreux hauts responsables reliant les factions. Mais même si cela peut prêter à sourire de voir le régime iranien jeter de la boue sur l'un des siens, cela n'augure rien de bon pour ceux qui espèrent que la diplomatie aboutira à une paix durable. Si Araghachi ne peut céder sans être publiquement humilié par les médias des gardiens de la Révolution, il n'est pas un négociateur, mais un simple messager transmettant les volontés de Washington aux conservateurs iraniens. Cela dit, il faut admettre que nous surinterprétons peut-être la situation. L'Iran a toujours compté plusieurs factions au pouvoir, les gardiens de la Révolution restant la plus influente grâce à leur accès à la richesse et aux armes. Les tensions entre l'establishment militaire et le corps diplomatique ne sont pas inédites, même si l'épisode de cette semaine a été particulièrement bruyant. Il y a aussi certains qui pensent que ce que nous voyons est délibéré. Une stratégie de bons et mauvais flics permet à Araghachi de négocier tout en montrant à la base dure que les gardiens de la Révolution gardent le contrôle. Pour l'instant, il est impossible de savoir quelle école de pensée a raison, et l'Iran est, bien entendu, très protecteur de ses invitations à des discussions sur Signal. Mais même si nous ne pouvons pas dire avec certitude ce qui se passait en coulisses, nous pouvons rapporter l'effet que tout cela a eu sur le détroit d'Ormuz, et cet effet, c'est le chaos. Et avant d'entrer dans ce chaos, un petit rappel concernant notre dernier projet, France.co, pour tous ceux qui veulent encore plus de notre part, en particulier des analyses beaucoup plus approfondies sur ces histoires liées à l'Iran. Front.co est notre site réservé aux abonnés où nous approfondissons les histoires qui façonnent votre monde. Chaque semaine, nous publions 2 vidéos, au moins 2 articles d'experts et parfois des podcasts sur l'actualité au Moyen-Orient et ailleurs. Nous avons récemment lancé le podcast La Table Ronde du Moyen-Orient, où chaque semaine nous discutons pendant 1 heure des actualités d'Iran, d'Israël, du Liban et de la région. Nous proposons aussi une catégorie de vidéos explicatives et d'analyses sur des sujets comme l'absence de soulèvement en Iran ou la stratégie défensive iranienne. C'est front.co, c'est 5$ par mois ou 50$ par an. Ça vaut le coup si vous voulez approfondir ce genre d'histoire. Et maintenant, retour au chaos dans le détroit d'Ormuz. Chaos. Donc après tout cela, Téhéran a annoncé samedi que le contrôle du détroit d'Ormuz était, je cite, revenu à son état précédent, avec le CGRI ajoutant que le blocus américain sur les ports iraniens représentait des actes de piraterie et de vol maritime, et que la voie navigable resterait contrôlée jusqu'à ce que Washington rétablisse la pleine liberté de navigation pour les navires iraniens. Certains navires ont dû faire demi-tour pour éviter de provoquer l'Iran en traversant le détroit. D'autres navires, dont 6 paquebots de croisière restés bloqués dans le golfe Persique depuis le début de la guerre, ont poursuivi leur route. Dimanche, les 6 avaient traversé ou étaient en train de traverser le détroit pour la dernière fois, l'Aroya Minara, le dernier à partir, quittant Dammam après près de 50 jours d'arrêt. D'autres navires n'ont pas eu cette chance. 2 navires battant pavillon indien, dont un pétrolier, ont subi des tirs de vedettes iraniennes. Le secrétaire indien aux Affaires étrangères convoque l'envoyé iranien au ministère des Affaires étrangères à New Delhi samedi soir pour protester officiellement. L'Inde était considérée comme un pays ami par l'Iran, qui avait déjà autorisé plusieurs navires indiens à emprunter des itinéraires désignés. Pour Téhéran, attaquer des navires indiens était risqué, car elle ne peut pas se permettre de nouveaux ennemis alors qu'elle mène une guerre existentielle contre 2 grandes puissances militaires. L'envoyé iranien en Inde, Abdul Majid Hakim Elahi, semblait en être conscient, déclarant à la presse que la relation entre l'Inde et l'Iran était très forte. Cependant, tout cela a été éclipsé par l'événement majeur du week-end. Un navire iranien a tenté de franchir le blocus américain. Voici les faits lundi matin. Dimanche, la situation sur l'eau s'est aggravée quand le destroyer USS Spruance a intercepté un cargo iranien qui n'a pas obtempéré malgré plusieurs avertissements radio émis pendant 6 heures, lui ordonnant de s'arrêter, malgré la menace de conséquences. Le commandement central des États-Unis, ou CENTCOM, a déclaré que le Spruance avait ordonné l'évacuation de la salle des machines du navire, puis avait tiré plusieurs salves à l'intérieur. Comme l'a dit plus tard le président Trump, le destroyer les a stoppés net en perçant la salle des machines. Des marines de la 31e unité expéditionnaire des Marines sont ensuite montés à bord et ont saisi le navire. C'était le premier navire à tenter de forcer le blocus depuis son instauration le 13 avril. Parallèlement, les forces américaines ont ordonné à 25 autres navires de faire demi-tour sans incident.
chacun obéissant à la marine. Cet incident semblait avoir été orchestré pour tester si Washington répondrait par la force, et jusqu'à quel point si l'Iran tentait de forcer le blocus. Les conséquences de l'incident restent inconnues lors de l'enregistrement. Téhéran a qualifié cette saisie de violation du cessez-le-feu et a averti qu'il riposterait, le régime annonçant ce matin qu'il ne participerait plus à aucune discussion. De toute façon, les négociations n'avançaient pas particulièrement bien. Dimanche, Trump a déclaré à Jonathan Karl, correspondant en chef à Washington d'ABC News, que l'Iran avait violé gravement le cessez-le-feu, mais qu'il croyait toujours possible d'obtenir un accord de paix. Il était tout aussi optimiste dans un autre entretien avec Axios, déclarant aux médias que le principe d'un accord était déjà acté. La composition de l'équipe américaine restait floue, surtout sur la présence de J.D. Vance. Plusieurs responsables, dont Mike Waltz, l'ambassadeur américain à l'ONU, et le secrétaire à l'énergie Chris Wright, ont indiqué à la presse que Vance mènerait les négociations. Ensuite, Trump a appelé Jonathan Karl, qui venait de parler à Waltz, pour préciser que Vance n'irait pas à Islamabad pour des raisons de sécurité, les services secrets ne pouvant sécuriser le lieu en moins de 24 heures. Environ 90 minutes plus tard, la Maison-Blanche a de nouveau changé d'avis, confirmant que Vance se rendrait effectivement au Pakistan aux côtés de l'envoyé spécial Steve Witkoff et du gendre du président, Jared Kushner. Tous ces allers-retours concernant la présence de Vance sont importants parce que l'Iran se méfie de Witkoff et de Kushner. Selon plusieurs observateurs, dont Branko Mezetic, un analyste pour Responsible Statecraft, la guerre aurait pu commencer, du moins en partie, à cause de la présentation erronée de la position de l'Iran par ce duo. Téhéran avait déjà clairement indiqué qu'il n'accepterait de négocier qu'avec Vance, car même s'il a publiquement soutenu la guerre, il s'en est montré sceptique en privé, et aux yeux de Téhéran, cela fait de lui une figure diplomatique plus acceptable. Mais tout cela importe peu si, comme l'indiquent les informations de ce matin, Téhéran refuse quand même de participer après la saisie du pétrolier. Cependant, il convient de souligner que cela pourrait bien être qu'une autre tactique de négociation. Selon Kamal Haider d'Al Jazeera, qui rapporte depuis Islamabad, Téhéran participera très probablement aux négociations. Il a évoqué les préparatifs en cours à Islamabad, dont une sécurité inédite. Plus de 20 000 agents ont été mobilisés et de larges zones bouclées. C'est un gros travail pour le Pakistan, et l'Iran pourrait ne pas vouloir les décevoir. Avec le cessez-le-feu qui doit expirer mercredi, le temps des manœuvres touche à sa fin, ce qui signifie que nous saurons bientôt si tout cela faisait partie de la danse diplomatique ou si la saisie de ce navire entraînera réellement un retour à la guerre. Prenons du recul. En s'éloignant du chaos Iran-États-Unis, évoquons d'autres développements majeurs du conflit, dont une possible rupture entre Washington et Jérusalem. Après l'annonce du cessez-le-feu entre Israël et le Liban à la fin de la semaine dernière, le président Trump a déclaré sur Truth Social qu'Israël n'avait pas le droit de mener des frappes au Liban. C'était une déclaration remarquable d'un président américain envers un allié de longue date, d'autant plus qu'il combat actuellement aux côtés de Washington au Moyen-Orient. Selon Axios, Netanyahou et ses conseillers ont été stupéfaits lorsqu'ils l'ont appris par les médias. Les collaborateurs, dont l'ambassadeur israélien à Washington Yikul, ont rapidement cherché à savoir si Washington avait changé de position, et le gouvernement israélien a demandé des éclaircissements à la Maison-Blanche. La publication contredisait l'accord de cessez-le-feu, qui autorisait Israël à se défendre contre des attaques planifiées, imminentes ou en cours. La Maison-Blanche est ensuite revenue sur la déclaration du président, affirmant que le cessez-le-feu garantissait à Israël le droit de se défendre. Cet épisode a confirmé ce que les observateurs disent depuis le début de la guerre. L'écart entre ce que Donald Trump publie et ce qu'est réellement la politique américaine est devenu l'un des aspects les plus déconcertants de l'époque actuelle, aussi bien pour les alliés que pour les adversaires. L'année 2026, à elle seule, regorge d'exemples où des dirigeants et des diplomates pensaient avoir obtenu une concession ou un accord de la part de Donald Trump, pour que le président fasse tout capoter ensuite en, je ne sais pas, menaçant d'envahir et d'annexer le Groenland ou quelque chose du genre. Même si la majorité de ces actions ciblaient des ennemis comme l'Iran ou des alliés de l'OTAN, cet incident prouve qu'Israël aussi peut être surpris par une publication imprévue sur les réseaux sociaux. Ailleurs au Moyen-Orient, les Houthis, un groupe yéménite agissant pour le compte de l'Iran, ont décidé de s'impliquer plus activement dans la guerre. Samedi, le responsable Houthi Hussein al-Azizi a publié sur X un avertissement selon lequel le détroit de Bab el-Mandeb, un corridor maritime vital situé entre le Yémen et la Corne de l'Afrique, pourrait être fermé. Le Bab el-Mandeb, c'est l'accès principal des importations d'énergie du Golfe vers l'Europe via le canal de Suez. Bien que le détroit subisse déjà des fermetures temporaires, Elizabeth Kendall, présidente du Girton College de l'Université de Cambridge, a indiqué à Al Jazeera qu'une perturbation simultanée des deux détroits serait un cauchemar pouvant paralyser le commerce vers l'Europe.
Bloquer les deux détroits est l'ultime carte maîtresse de l'Iran, jeu de mots totalement assumé, et toute menace sans action significative des Houthis pour les mettre à exécution doit être comprise comme venant de l'Iran, rappelant subtilement au monde qu'il dispose encore de leviers qu'il peut actionner s'il veut rendre cette guerre encore plus douloureuse pour tout le monde. Enfin, aux Émirats arabes unis, selon le Wall Street Journal, le gouverneur de la Banque centrale a évoqué avec le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent une possible ligne de swap de devises. Une ligne de swap de devises est un accord entre deux banques centrales pour échanger leurs devises à la demande. Elle permet aux pays demandeurs d'obtenir des dollars quand ces réserves sont sous pression et évite qu'une pénurie de devises étrangères devienne une crise financière nationale. Selon le journal, bien que les Émirats arabes unis n'avaient pas demandé de ligne de swap formelle, le fait que des discussions aient eu lieu met en évidence les inquiétudes d'Abu Dhabi quant au risque que la guerre cause d'importants dégâts à son économie et à sa position de centre financier mondial, en épuisant ses réserves de devises étrangères et en effrayant les investisseurs qui considéraient autrefois le pays comme un endroit stable et sûr pour leur argent. Abu Dhabi n'est pas le seul pays confronté aux conséquences de cette guerre. Dans le monde, les nations font face à la hausse des prix du carburant, provoquant celle des produits de base, dont la nourriture. Et pourtant, il reste toujours incertain de savoir quand cette guerre prendra fin. Comme c'est souvent le cas de nos jours, il se peut que la saisie de ce pétrolier ait tout fait dérailler. Ou bien il se pourrait que, mercredi, les Iraniens et J-Divaz soient assis ensemble à Islamabad, affichant des sourires crispés devant les caméras, prêts à négocier une paix durable. Tout ce que nous pouvons faire, c'est vous assurer que, quel que soit le résultat, nous serons là pour vous tenir informés du mieux possible. Merci de nous avoir regardés.